C'était le 1er juillet 2009. Je vivais à Hambourg, en Allemagne, à ce moment-là. J'étais dans mon appartement avec ma femme, que je venais d'épouser. Deux inconnus ont sonné à la porte. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, j'ai quitté l'immeuble. Je me dirigeais vers ma voiture quand deux policiers en civil ont surgi. Ils se sont présentés et en allemand, ils m'ont dit « Nous avons un mandat d'Interpol et du FBI. Venez avec nous. » Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il a regardé sa femme, l'a embrassée, et il était convaincu qu'il ne la reverrait plus jamais. C'était un sentiment de peur totale. Je n'avais absolument aucune idée de ce que le futur me réservait. Philip Baker a été mis dans un avion pour Chicago. C'est là qu'il a été inculpé. Et c'est ainsi qu'il est entré dans le système judiciaire américain, qui est le dernier endroit où l'on veut être. J'ai été accusé par le FBI d'avoir pris la fuite avec 460 millions de dollars acquis frauduleusement. Je m'appelle Philip James Baker et je suis l'ancien dirigeant d'un fonds d'investissement d'1 milliard de dollars qui s'est effondré pendant la crise financière. Mon histoire est celle d'une ascension et d'une chute. J'ai été riche, j'ai connu les sommets, j'ai fini derrière les barreaux. Je sais ce que c'est d'être un criminel en col blanc. Je suis coupable. Mais aujourd'hui, je suis libre et je veux parler. J'ai vu les choses de l'intérieur. Et je peux vous dire que si rien n'est fait, tout peut recommencer. Ils n'ont subi aucune conséquence. Les titans de Wall Street n'ont pas été inquiétés. Je suis allé en prison. Certains diront vous avez mal agi. C'est normal. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'en est-il des titans de Wall Street ? Je suis né ici à Toronto, au Canada, au mois d'août 1965. Philippe a commencé dans la maison familiale au sous-sol. Il ne disait pas grand-chose, à part qu'il avait un associé et qu'ils étaient à la recherche d'investisseurs. Notre business a commencé dans la cave de mes parents et c'est devenu une entreprise qui gérait 1 milliard de dollars. Lakeshore était un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement de Philip Baker était spécialisé dans le trading de matières premières, comme l'or, le charbon, des choses comme ça. C'était le commercial. Celui qui allait chercher les clients, des riches particuliers ou des institutions pour les convaincre de lui confier leur argent. Nos clients étaient de grandes banques d'investissement. Goldman Sachs, la Banque Royale du Canada, HSBC, la Banque Scotia, Crédit Suisse, UBS, une sacrée liste. On opérait dans près de 40 pays.
Au Brésil, au Pérou, au Panama, en Colombie, au Japon, à Taïwan, Hong Kong et bien sûr en Europe. Il était devenu un patron de fonds d'investissement à succès et avait ouvert des bureaux en Suisse, à Londres, aux États-Unis, au Canada. La partie commerciale était basée à Londres. Mes bureaux étaient donc à Mayfair, la capitale mondiale des fonds d'investissement. Il avait la belle vie. Il était toujours en train d'essayer de prouver ses capacités de réussir à ses proches qui en doutaient. Il s'est donc bâti cette vie avec un chauffeur qu'il conduisait partout en voiture de luxe. Il avait un magnifique appartement avec vue sur la Tamise. J'avais une vie de luxe. J'avais un majordome. Je ne me souciais pas des dépenses. Tout ce que j'avais toujours désiré, je pouvais l'avoir. Je sponsorisais une célèbre course de voile et concourais face à Hugo Boss et UBS, juste pour m'amuser. C'était pas un navigateur. Il devait donc payer pour affronter des équipes de haut niveau dans une compétition très prestigieuse entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On gagnait des millions par mois, placés sur des comptes offshore. On ne payait pas d'impôts. Je vivais un rêve. On ne se souciait de rien, mais en fait, j'avais du souci à me faire. Des investisseurs du monde entier lui confiaient leur argent car il générait de très bons rendements. Et c'est ce que les investisseurs veulent. Mais il s'est avéré qu'il faisait autre chose. Il détournait l'argent des investisseurs. Et alors que ceux-ci pensaient avoir des rendements formidables, il n'en était rien. Philip Baker et ses partenaires avaient tout inventé. Ils mentaient. La deuxième chose, encore plus grave, est qu'en cherchant à recruter de nouveaux investisseurs, ce qui était essentiel car ils devaient couvrir leurs pertes, ils présentaient aux potentiels clients des documents commerciaux dans lesquels ils mentaient à nouveau. Et au lieu de dire qu'ils avaient perdu 50% de leurs fonds dès la première année, ils disaient « Hey, regardez, on a ce long historique de rendement très impressionnant. » Et ils ne mentaient pas uniquement sur les rendements. Ils mentaient aussi sur la longévité de leurs fonds en disant « On a une expérience de 14 ans », ce qui était faux. Les résultats des opérations de trading qui étaient communiqués étaient faux. C'est de la fraude. Un seul euro de perte non communiquée, c'est de la fraude. Les victimes sont tous ceux qui ont investi chez Philip Baker, ceux qui ont perdu leur argent dès le départ, lors de la première partie de la fraude, et ceux qui lui ont confié leur argent par la suite. Des millions de dollars se sont envolés. Pourquoi ai-je enfreint la loi? Je voulais garder ce que j'avais. L'argent, la famille, le pouvoir. Tout le monde fait ça, non? Que voulez-vous dire? Combien de personnes diraient « Je ne veux pas le pouvoir, je ne veux pas l'argent » et tourneraient le dos à tout ça? Il faut accepter qu'il a fait une très grave erreur et qu'il y a une sanction pour ça.
C'est une chose avec laquelle il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Êtes-vous un criminel en col blanc? Oui. C'est quelque chose de voir son nom, Philip James Baker, contre les États-Unis d'Amérique. Ça vous submerge. Puis vous devez regarder dans les yeux le procureur des États-Unis. Quand vous devez affronter ça, cet engrenage, il n'y a pas de mots pour décrire la profonde solitude qui vous envahit. J'ai finalement décidé de plaider coupable. J'ai pris 20 ans de prison pour fraude. Il est impossible de décrire la vie dans une prison fédérale de haute sécurité aux États-Unis. Il y a les gangs parmi les gangs, il y a les criminels violents. Il n'y a pas de séparation entre les criminels en col blanc et les autres. Vous rentrez dans un monde sans nom. Tout est question de survie. Les jours vont et viennent. Vous passez le temps à ne rien faire. Vous n'avez aucun espoir. Vous n'avez absolument aucun futur. Et vous n'avez plus rien à attendre. Philip Baker est un criminel. Fait-il partie des cerveaux qui ont causé la crise financière? Absolument pas. C'est quelqu'un qui a commis un crime pas très sophistiqué, pas très malin, et qui a admis qu'il avait commis un crime. C'est l'exemple typique d'une justice qui fait des raccourcis, qui veut montrer à tout le monde qu'elle s'en prend aux escrocs de la finance quand tout le monde le réclame. Une fois de plus, ils s'en sont pris aux plus petits, pas aux gros poissons, et certainement pas aux dirigeants des banques et des institutions financières dont les décisions ont conduit à la crise financière. Dix ans après la crise financière, si on écarte l'Islande, combien de criminels en col blanc ont fini derrière les barreaux? Karim Serageldin du Crédit Suisse est le seul banquier de Wall Street à être allé en prison en lien avec la crise. Il a perdu quelques millions de dollars. Pas vraiment un gros poisson. Pas un vrai Al Capone. Pouvez-vous me citer un seul nom d'un dirigeant de grande banque qui est allé en prison? Voici le nombre de personnes condamnées pour crimes en lien avec la crise aux États-Unis. 324. Mais croyez-le ou non, aucun dirigeant de Wall Street n'est allé en prison. Pourtant, il n'y a aujourd'hui aucun doute qu'ils sont, avec les politiques, à l'origine de la crise. C'est l'histoire de grandes banques qui ont gagné des milliards en transformant des prêts immobiliers toxiques en produits financiers et en les vendant dans le monde entier. Les hommes politiques américains ont appuyé sur la gâchette. Tout a commencé avec la volonté de permettre à tout le monde d'être propriétaire.
Our government is supporting home ownership because it is good for America. It is good for our families. It is good for our economy. Pendant des années, les présidents Clinton et Bush ont vendu l'accès à la propriété comme faisant partie du rêve américain. Les autorités ont maintenu les taux d'intérêt très bas afin que tout le monde puisse emprunter. Wall Street et les politiques travaillaient main dans la main. Wall Street dans la recherche du profit, les politiques dans la recherche d'une croissance économique, synonyme de victoire électorale à venir. C'est ainsi que la bulle immobilière a commencé. Quand une bulle grossit, tout le monde est gagnant. Tout le monde est un génie. Les organismes de crédit gagnent de l'argent, les promoteurs gagnent de l'argent, les entreprises de construction gagnent de l'argent. Tout le monde adore les bulles. Mais c'était un pacte diabolique entre les politiciens et Wall Street qui préparait la tempête. Quand il y a une bulle, ceux qui prêtent de l'argent prennent de plus en plus de risques. Et les emprunteurs prennent de plus en plus de risques, car ils pensent que les choses sont moins risquées qu'elles ne le sont en vérité. Et ils prennent notamment ces risques en créant des innovations financières. Wall Street a créé les subprimes, des prêts immobiliers très risqués qui permettent de prêter de l'argent à des Américains qui n'ont pas les moyens de rembourser. Puis, on a accordé des prêts immobiliers à des personnes qui n'avaient ni revenus ni travail. C'est devenu totalement délirant quand les prêts ninja sont apparus. Ninja en anglais, ça veut dire no income, no job, no assets. Il s'agissait de prêter de l'argent à des personnes qui ne donnaient aucune information sur leurs revenus, sur le fait qu'elles aient un travail ou pas, qu'elles aient de l'épargne ou pas. Cela vous permet de faire énormément de profits, car désormais vous pouvez faire des prêts aux dizaines de millions de personnes qui ne sont pas capables de rembourser un emprunt. Or, combien y a-t-il de personnes qui n'ont pas les moyens de faire un emprunt? Des dizaines de millions aux États-Unis, des dizaines de millions en France. Cela s'appelle de la prédation. Les populations à qui on a accordé les pires prêts étaient dans l'immense majorité une combinaison de Noirs, d'Hispaniques, de personnes âgées et de femmes. C'est incroyablement immoral. Et c'est pour cela que dans beaucoup d'endroits dans le monde, on appelle ça un crime. Ces prêts toxiques sont devenus la poule aux œufs d'or pour l'industrie bancaire et le secteur de la finance. Toutes les grandes institutions ont voulu faire partie de la fête des subprimes. Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bear Stearns, JP Morgan, Citigroup et beaucoup d'autres. La frénésie a été totale quand des crédits ont été accordés aux Américains en falsifiant leur situation financière. Les banques et les emprunteurs sont alors devenus complices de fraude.
Je m'appelle Richard Bowen. J'étais vice-président et responsable du département de contrôle chez Citigroup. Citigroup était alors la plus importante banque du monde. Ma responsabilité était de m'assurer que les 90 milliards de dollars de prêts immobiliers que nous rachetions chaque année à des organismes de crédit étaient conformes à nos règles de bonne conduite. Début 2006, j'ai découvert que plus de 60% de ces prêts immobiliers ne respectaient pas notre réglementation. Ils étaient défectueux. Après avoir découvert cela en juin 2006, j'ai pensé que c'était mon boulot. Donc j'ai commencé à émettre des alertes, parce que je devais m'assurer que nous respections nos règles de bonne conduite. J'ai envoyé des emails, j'ai fait des rapports, des réunions. Je ne suis pas timide. J'ai interpellé les gens dans les couloirs, à la machine à café. Et on m'a répondu « Oui, on va s'en occuper ». Mais rien ne s'est passé. Et entre 2006 et 2007, le volume de ces prêts défectueux est passé de plus de 60% à plus de 80%. 80%. 80% des prêts que nous rachetions et revendions à des investisseurs en leur garantissant qu'ils avaient été vérifiés et qu'ils étaient conformes à nos règles de bonne conduite, ne l'étaient pas. Ce sont de fausses déclarations. Exactement. Et cela constitue une fraude. J'ai vu de mes propres yeux beaucoup de ces accords de prêt immobilier qui étaient falsifiés et qui pourtant étaient signés par les emprunteurs comme s'ils étaient en règle. Typiquement, des emprunteurs qui étaient coiffeurs ou jardiniers déclaraient des revenus supérieurs à 100 000 $ par an, alors qu'ils tournaient en réalité autour de 16 000 $. Ça veut dire que leurs revenus étaient multipliés par 6. Il y avait le cas de serveurs de restaurants qui déclaraient qu'ils gagnaient 150 000 $ à l'année. C'est clairement impensable. Et pourtant, c'est ce qu'il y avait dans ces prêts. Richard Bowen et ses équipes, de manière très minutieuse, très professionnelle, ont documenté le fait que ces prêts étaient défectueux. Et pourtant, la banque les revendait de manière massive. Citigroup ne voulait pas savoir, car savoir signifiait arrêter ce business. Tout cela était une affaire d'argent. Les banquiers de Wall Street ont conçu l'idée de transformer les crédits immobiliers en produits financiers, c'est-à-dire de les regrouper sous forme de titres et de les commercialiser. Ils rachetaient des crédits, les agrégeaient, les enregistraient en tant que titres financiers auprès des autorités de régulation pour pouvoir ensuite les revendre à des investisseurs autour de la planète. Et tout au long de ce processus, ils gagnaient de l'argent. C'était le produit parfait. Tous ceux qui touchaient un prêt immobilier gagnaient de l'argent. Le 2 novembre 2007, assis à la table de ma cuisine, j'ai rassemblé tous les éléments dans un email. Je l'ai envoyé à Robert Rubin, qui, le samedi d'après, allait être nommé président du conseil d'administration de la banque. Je l'ai aussi envoyé au directeur du département risque, du département financier et du département audit. Je leur ai dit « urgent ». À lire immédiatement. Problème financier. Je l'ai écrit en lettres capitales. J'ai demandé une enquête externe.
J'ai dit, venez, enquêtez sur ce qui se passe ici. Car tout le monde est déjà au courant. Et personne ne m'a contacté. Personne ne m'a contacté en novembre, en décembre. Pas un mot. À partir de ce moment, quand je prenais ma voiture, je faisais comme dans les films. Je regardais dessous, j'ouvrais le coffre et je vérifiais. J'étais effrayé. Le 6 février, j'ai reçu un email qui annonçait une réorganisation et que j'étais relevé de mes responsabilités de contrôleur. La semaine suivante, on m'a mis en congé administratif et on m'a dit de ne plus revenir à la banque. La cupidité était sans aucun doute le moteur, comme c'est le cas dans la plupart des fraudes. Citigroup n'était pas la seule. Il y avait un niveau comparable de prêts frauduleux dans toutes les grandes banques de Wall Street. Ignorant le risque de faillite, les banques ont commencé à s'endetter massivement pour acheter de plus en plus de prêts et les transformer en produits financiers. Le plus gros souscripteur de subprimes dans les années 2005-2006 est Lehman Brothers, avec un volume de 106 milliards de dollars. Lehman était l'un des plus importants fabricants et revendeurs des prêts les plus toxiques qui soient. Lehman Brothers est l'un des plus grands vecteurs de fraude dans l'histoire de l'humanité. Je m'appelle Anton Valoukas, mais on m'appelle Tony. En 2009, 3 mois après la faillite de Lehman Brothers, j'ai été nommé par la Cour fédérale de New York investigateur. J'étais totalement indépendant et ma responsabilité était de déterminer comment et pourquoi Lehman a fait banqueroute. Et quand on parle de la banqueroute de Lehman, on parle de la plus importante banqueroute dans l'histoire des institutions financières. Montant total de cette banqueroute, 693 milliards de dollars. On a révélé ce qui s'est passé. Lehman Brothers était la 4e plus grande banque d'investissement au monde, dirigée par son célèbre patron, Dick Fuld. Hi, my name is Dick Fuld. I'm the Chairman and Chief Executive Officer of Lehman Brothers. Now's a terrific time to be joining Lehman Brothers. I've been here 30 years, but I can't think of a better time for you to take part in the changes and opportunities that are going on here. Si je vous dis Dick Fuld, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? C'est quelqu'un qui était vu à Wall Street comme un lion. En 2008, l'année même de la faillite, il a été classé par le magazine Forbes parmi les patrons les mieux payés des États-Unis. On l'appelait le gorille, parce qu'il était brusque, grossier, pas le genre de type à faire des prisonniers. Le genre à se jeter contre un mur pour Lehman. Hyper compétitif, hyper narcissique.
squeeze some of those shorts. Squeeze them hard. Not that I want to hurt them. Don't get that, please, because that's just not who I am. I am soft, I'm lovable. But what I really want to do is I want to reach in, rip out their heart, and eat it before they die. C'est l'homme qui a perdu Lehman Brothers, l'homme qui a présidé à son déclin, à sa chute, l'homme qui aurait pu faire quelque chose pour l'éviter, mais a choisi de ne pas le faire, l'homme qui a refusé de voir les signes en gros sur les murs, l'homme qui a déclenché, par beaucoup d'aspects, ce qui allait devenir la Grande Récession. Je m'appelle Oliver Bood et j'étais juriste au sein de Lehman Brothers pendant 8 ans. J'ai été témoin de nombreuses choses qui n'étaient pas éthiques, voire illégales. Et j'ai donc décidé de quitter la banque. Je gagnais beaucoup d'argent. Mais je ne pouvais pas fermer les yeux sur ce qui se passait autour de moi. Le signal qui venait d'en haut, de Dick Fuld et des dirigeants autour de lui, était « Allez-y, dépassez les limites ». La clé à Lehman était de mettre en balance le risque et la récompense. Peu importe la loi qu'il y a entre les deux. Si la récompense est suffisamment forte, faites-le. On s'arrangera après. C'était une culture du risque. Seul l'argent comptait. Le programme d'évaluation du risque de Lehman Brothers était un modèle à Wall Street. C'était brillant. Le problème, c'est qu'il était simplement ignoré. Il faut comprendre que Dick Fuld a construit sa fortune grâce à Lehman Brothers. Il était milliardaire. Quand on lui disait « ce n'est pas la bonne façon de faire », il vous répondait « êtes-vous milliardaire ? Avez-vous gagné des milliards de dollars ? Ah oui. » Et c'était vrai. À la veille de la crise, la santé financière de Lehman Brothers n'aurait pu être meilleure, en tout cas sur le papier. La banque a augmenté sa consommation de produits toxiques en empruntant toujours plus. En 2008, Lehman était massivement endetté. Lehman Brothers avait l'un des ratios d'endettement les plus importants des institutions financières américaines. Un ratio d'endettement, c'est le rapport entre votre dette et vos fonds propres, votre capital. Ce ratio évoluait entre 30 et 40 pour 1. En d'autres termes, pour chaque dollar que la banque avait en capital, elle en avait 30 à 40 en dette. Lehman était scruté de toutes parts, car il était perçu comme le prochain maillon faible, le prochain domino à tomber. Lehman s'est alors lancé dans une machination financière pour apparaître en meilleure santé qu'elle ne l'était. C'est ce qu'on a appelé la transaction Repo 105. C'est quelque chose que Lehman utilisait chaque trimestre pour cacher une partie de son endettement. Vous savez, quand Lehman empruntait de l'argent, elle donnait en caution des titres financiers qu'elle possédait. À la fin, cela représentait 50 milliards de dollars. Elle empruntait 50 milliards et en échange, elle donnait 50 milliards en titres financiers. Mais elle disait que c'était une vente, non une caution en échange d'un emprunt, mais une vente de 50 milliards d'actifs. Et elle traitait ces 50 milliards non pas comme une dette, mais comme du cash qu'elle possédait. Et elle utilisait ce cash pour rembourser d'autres dettes. Et ainsi, elle pouvait diminuer son taux d'endettement. Mais dès que le trimestre était fini et qu'elle avait rendu public ses bons chiffres, elle annulait la transaction.
Elles rendaient l'argent, récupéraient les titres financiers et le taux d'endettement revenait à son niveau antérieur. Ils ont fait ça pour tromper le public. Il n'y a pas d'autre raison. Le résultat, en juin, leur taux d'endettement avait baissé massivement et tout le monde a dit « Waouh, Lehman est en pleine forme ». Our firm is strong today, and we will emerge from this cycle even stronger. We've done it before, and we will do it again. Donc ils ont truqué les chiffres. Selon moi, absolument. Ils ont truqué les chiffres. Dans leurs propres emails, ils parlent d'une drogue dont ils sont dépendants, d'une imposture, d'un stratagème pour apparaître en meilleure santé qu'ils ne l'étaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc ils cachaient des informations au public. Oui, c'est ce que l'on peut conclure de notre enquête. N'est-ce pas illégal? Eh bien, si vous faites de fausses déclarations en toute connaissance de cause, un jury peut conclure que c'est contre la loi, oui. Il y avait les fondements pour que de telles conclusions soient faites. Y compris contre Dick Fuld? Oui. Mais personne n'a été arrêté ou inculpé. Non, pas d'arrestation, pas d'inculpation, pas de jury, pas de procès durant lequel un jury aurait pu conclure. Rien de cela n'est arrivé. Let me start by saying that I have absolutely no recollection whatsoever of hearing anything about or seeing documents related to Repo 105 transactions while I was the CEO of Lehman. Était-il possible que Dick Fuld ne soit pas au courant? Bien sûr que non. De hauts dirigeants, interrogés par M. Valoukas, ont dit qu'il était au courant et que des emails lui avaient été envoyés avec des documents qui montraient l'existence de ces transactions et leurs effets. Et Dick Fuld a répondu « Ils m'ont peut-être envoyé ces emails, mais je ne sais pas comment marche un ordinateur. Je ne sais pas comment ouvrir les pièces jointes qui contiennent les documents. Je ne les ai jamais vus. » C'était sa version. Une fois de plus, Wall Street mentait sur sa situation financière. Et au même moment, des millions étaient dépensés en bonus pour les traders. C'était le jackpot. L'endroit pour gagner de l'argent et le maximum d'argent, c'était Wall Street. À la veille de la crise, les bonus ont atteint des niveaux qu'ils n'avaient jamais atteints dans le monde. Des millions de dollars par an, sans prendre de risques avec son argent. C'était le job parfait. Vous pouviez tout avoir. Un appartement sublime sur Park Avenue, une belle maison dans les Hamptons, une belle collection d'art. Choisissez la maison que vous voulez, la maison de vacances que vous voulez. Achetez 2 ou 3 voitures, achetez un bateau. Quand vous dépassez le million, il n'y a plus de limite. Ils vivaient dans l'excès. Ils étaient prêts à prendre des risques pour garder leur train de vie. Il y a beaucoup de narcissisme et de troubles de la personnalité antisociale à Wall Street. Et puis il y a ce sentiment d'avoir tous les droits, d'être au-dessus des lois ou d'être trop fort pour se faire attraper. C'est une question de domination, de pouvoir, de position. Je suis plus gros que toi, plus fort que toi, j'en ai une plus grosse que toi. Ils sont en quête de sensations fortes. Les risques qu'ils prennent au travail leur procurent une grande satisfaction et cela rejaillit sur leur vie personnelle. Beaucoup de drogue, beaucoup de cocaïne, des prostituées aussi et des comportements sexuels à risque. Ils dépensaient beaucoup pour le sexe. Ils pouvaient dépenser plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars par semaine.
Toute cette culture nage dans un océan de cupidité. Mais ce qui compte le plus, c'est qui va dominer dans cet océan de cupidité. Qui aura le pouvoir? Qui va réussir à écraser l'autre? Ces dirigeants de Wall Street pouvaient gagner jusqu'à 100 millions de dollars par an. Pendant plusieurs années, Dick Fuld gagnait 70, 80, 90, 100 millions de dollars à l'année. Il avait une maison à plusieurs millions de dollars à Greenwich, où il vivait la plupart du temps. Il avait un appart à plusieurs millions de dollars sur Park Avenue. Il avait aussi une maison en Floride qui valait 10 à 15 millions de dollars et une propriété à Sun Valley dans l'Idaho, une sorte de cabane dans les bois, mais à plusieurs millions de dollars. Since 2000, you've taken home more than $480 million. That's almost $500 million. Your company is now bankrupt. Our economy is in a state of crisis. But you get to keep $480 million. I have a very basic question for you. Is this fair? I would say to you the 500 number is not accurate. And I believe the amount that I took out of the company over and above that was, I believe, a little bit less than 250 million. Still a large number, though. Still a large money. En fait, ces deux montants étaient faux et ces deux montants étaient sous-estimés. Le vrai chiffre était 530 millions entre 2000 et 2007. Dick Fuld a dit « j'ai empoché 300 millions ». C'est 200 de moins que ce qu'il a vraiment gagné. Il l'a fait sous serment et devant le monde entier à la télé. Je ne sais pas si je pourrais y résister. Si j'avais la possibilité de gagner 500 millions de dollars, même si cela devait faire du mal à 6 milliards de personnes, j'y réfléchirais. La tentation est grande. Les gens sont simples. Ils font ce pour quoi ils sont récompensés. S'ils sont récompensés pour prendre de gros risques avec l'argent des autres, c'est ce qu'ils feront. Voltaire a raconté l'histoire d'un général britannique qui a perdu une bataille en France. Et lorsqu'il est rentré en Angleterre, on l'a tué. Pour faire un exemple pour les autres. Voltaire était quelqu'un d'intelligent. C'est la nature humaine. Les gens font ce pour quoi ils sont récompensés. Le vrai message, c'est peu importe si ce que vous faites est bien, peu importe si c'est honnête, faites-le. Parce que vous serez riche et je serai riche. Dans le monde financier, le système de rémunération d'aujourd'hui n'a pas créé seulement l'environnement le plus criminogène, il a créé les plus grands crimes de l'histoire de la finance. Et il n'y a rien de comparable. This is absolutely stunning. Wall Street has seen very, very few days like this. Ce qui devait arriver arriva. Le château de cartes s'est effondré. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. Brought down by bad mortgage investments, Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated. Someone said, les grandes entreprises meurent de cancer, les banques d'investissement de crise cardiaque. À un moment, les actifs sont devenus totalement toxiques. Et alors tous ceux qui en possédaient ont eu un gros problème. C'est ce qui est arrivé à Lehman. Les gens ont fui la banque. Plus personne ne lui prêtait de l'argent et le gouvernement n'a rien fait. Alors elle s'est effondrée. Le 15 septembre 2008, Lehman a fait banqueroute. La bourse de New York a connu sa plus grande chute depuis le 11 septembre 2001. Les banques ont cessé de se prêter de l'argent entre elles.
The collapse of Lehman Brothers triggered turmoil in markets around the globe. Stocks tumbled in Taiwan and India, then plummeted in Europe. La crise de 2008 a engendré ce que le monde appelle désormais une contagion financière. Il y a eu une récession mondiale, le prix de l'immobilier s'est effondré partout. Beaucoup de personnes ont perdu leur maison. Vous pouviez aller au sud de Chicago et voir partout saisies immobilières, maison après maison, et de nombreuses entreprises ont dû fermer. C'est une fraude. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas oups. Tout le monde a été touché. L'impact à travers le monde se mesure en milliers de milliards de dollars. Les pertes qui ont suivi sont incalculables. On n'avait rien vu de pareil depuis 1929. Cette crise a changé notre monde de manière durable. Sans la crise, il n'y aurait pas eu le Brexit. Et Donald Trump ne serait pas président des États-Unis. C'est un tournant majeur. Il est impossible de prévoir ce que ça donnera. Mais les années 30 ont transformé le monde parce que ça a amené la Seconde Guerre mondiale. Hitler ne serait certainement pas devenu chancelier d'Allemagne sans la Grande Dépression. Ça peut tout changer. Aucun des grands patrons de Wall Street n'a été poursuivi. Moi, j'ai tout perdu. Mon argent, ma femme, ma famille, mes relations, tout. Je dois toujours de l'argent au gouvernement américain. J'ai 154 millions de raisons de savoir ce que j'ai fait de mal. C'est ce que vous devez? 154 millions de dollars. Plus les intérêts. Je suis un petit poisson. Alors j'ai été poursuivi. Ils s'en sont sortis. Le système fonctionne comme ça. Et tant qu'il ne changera pas, les puissants s'en sortiront. Il y a eu d'importantes transactions financières, mais personne n'a admis ses fautes. Personne n'a admis sa culpabilité. Il n'y a pas eu de poursuite. J'ai toujours pensé que ces amendes n'étaient rien de moins que de l'extorsion du département de la justice pour faire disparaître les preuves, afin que le monde ne sache jamais à quel point la fraude était généralisée. Ces crimes sont tellement plus graves que n'importe quel crime de droit commun. C'est incomparable. Comme disait Balzac, derrière chaque grande fortune inexpliquée se cache une fraude,
si proprement exécutée qu'elle n'a pas été poursuivie. Nous sommes au cœur de Manhattan. De ce côté, c'était le siège de Lehman après le 11 septembre. Et en face, c'est le building où travaille aujourd'hui Dick Fuld, avec sa nouvelle entreprise, Matrix Capital. Il fait la même chose. On aurait pu penser qu'il aurait été banni du secteur. Mais non, tout va bien pour lui. Le monde s'est effondré. Cela a coûté des milliers de milliards. Mais pas à Dick Fuld. Lui a gardé ses 500 millions de dollars. Et aujourd'hui, il a peut-être 1 milliard. La bourse se porte bien depuis la crise. Quelle est la différence entre un gangster qui braque une banque et ses banquiers? Les gangsters qui braquent une banque, 1, vont dérober en moyenne $2000, 2, ils finissent toujours par être condamnés, et 3, ils passeront 20 ans en prison. Rien de tout cela n'est arrivé à ces dirigeants, ils sont toujours aussi riches et ils ont gardé leur réputation. La prison a été le début de la rédemption. Le juge m'a dit « Faites quelque chose de votre vie ». C'est ce que j'essaie de faire. Je veux parler publiquement de mes fautes afin que tout le monde sache ce qui peut encore nous arriver. Imaginez, vous conduisez votre voiture dans une zone avec une école. Il y a des panneaux qui vous indiquent 30 km/h. Et il y a la police. Vous ralentissez. Puis vous roulez un peu, vous avancez, vous laissez ça dans votre dos, vous oubliez le policier et vous commencez à accélérer un peu. Puis accélérer encore. Et encore. C'est ce qui se passe. C'est la nature humaine. On oublie le désastre et on recommence. Donc, est-ce que je pense que cela peut arriver à nouveau? Oui, je le pense. Les graines de la prochaine crise financière sont déjà plantées. Et elles commencent à germer. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais il y a des signes partout. Cela ne fait aucun doute qu'il y aura une crise d'une plus grande gravité encore. Je ne peux pas prédire quel en sera le déclencheur, mais je sais que le moteur sera la cupidité, car les mauvais comportements ne sont pas sanctionnés. Nous, les citoyens, et ceux qui nous dirigent, n'avons rien retenu, parce que nous n'avons jamais compris la crise. Mais les banquiers, eux, ont retenu la leçon. Et la leçon est, c'est agréable, c'est parfait, et il n'y a pas d'incertitude. Je serai fabuleusement riche, et je n'aurai pas à en payer le prix. Merci, mon Dieu.